De la TUJ, 21e édition. Je souhaite la bienvenue à nos chers conférenciers qui nous honorent par leur présence aujourd'hui avec nous, à tous nos invités, bienvenue aux entreprises présentes sur le forum, bienvenue à tous nos visiteurs. Alors aujourd'hui, au programme de ce forum de la TUJ, nous vous offrons un forum 3 en 1, à la fois un forum d'emploi, donc et j'ai envie de dire d'abord comme première vocation. Donc la TUJ tient à jouer ce rôle citoyen sur le thème de l'emploi, de l'employabilité et de l'insertion des jeunes, sur lequel nous avons concentré nos actions depuis 2 ans. Aujourd'hui, 32 entreprises nous accompagnent pour ce forum sous la coupole donc, de ce Palais des Congrès. Je les remercie pour leur fidélité et pour leur contribution citoyenne à cet effort sur l'emploi. Nous attendons plus de 2000 jeunes, Inch'Allah, comme l'année dernière, qui viendront à la recherche d'opportunités d'emploi, de premier emploi ou d'amélioration de carrière, donc des cadres confirmés. Et la TUJ jouera le rôle de facilitateur de la mise en relation, avec des actions notamment de coaching des jeunes par des experts RH bénévoles, tests d'entretien, amélioration de CV, des conseils en recrutement, et ce pour les aider à mieux concrétiser cette opportunité qui leur est offerte donc de rentrer en relation avec les chefs d'entreprise et les entreprises présentes. Et puis tout un programme de présentation et d'animation de l'espace entreprise est prévu donc tout au long de la journée. Le deuxième forum, c'est un forum d'entrepreneuriat, parce que nous pensons à la TUJ que nous avons une mission de développer l'entrepreneuriat en Tunisie. Donc nous avons prévu un programme très riche là-dessus aussi, organisé par le club entrepreneur qui est très actif tout au long de l'année. Donc il y aura des présentations de start-up innovantes et des présentations des acteurs majeurs de l'entrepreneuriat en Tunisie. Enfin, le troisième forum, c'est un forum de réflexion et de débat, où la TUJ entend bien jouer encore et plus que toujours son rôle d'espace indépendant, neutre, de débat libre où émergent les propositions. 6 conférences avec des intervenants de très haut niveau débattront sur le thème cette année de Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. Je veux au passage remercier toute l'équipe Forum qui a travaillé dur pour perfectionner davantage notre forum, particulièrement Atf, et mes amis Anis Zoueri, commissaire général du Forum, et Walid Kalboussi, qui a piloté toute la préparation du programme des conférences. Alors pourquoi ce thème? Nous remarquons tous les jours, des blocages importants dans notre pays et des malaises profonds qui dépassent les enjeux économiques et de modèles de développement. Nous sentons, et nous allons en discuter toute la journée, qu'il y a un besoin évident de revoir les règles du jeu de notre vie commune entre citoyens tunisiens. Et puis, un autre élément, c'est que nous avons une société civile à construire, et c'est normal, j'ai envie de dire, puisqu'elle n'existait pas vraiment. Et ça nous tient à cœur, nous, en tant qu'association, que cette société civile tunisienne se construise. Et il est évident qu'une société civile, pour qu'elle se construise, la solution, ou une des solutions majeures, c'est le contrat social. Alors tout au long de la journée, d'abord, on fera un état des lieux, pendant cette conférence d'ouverture plénière. Quel bilan de notre organisation sociale, quel dysfonctionnement, quelles limites, quelles injustices. J'ai envie de dire, c'est une organisation qu'on a aujourd'hui qui est de type contrat de soumission ou contrat de gouvernement selon ce qu'on appelle dans les concepts fondamentaux du contrat social. Pourquoi la nécessité de passer à un contrat social de type de société ou un contrat d'association? Ensuite, quel risque nous guette de tomber dans l'état de nature? Peut-être nous y sommes déjà depuis les années de dictature. Ensuite, nous tenterons ensemble de définir le contour du contrat social cible que nous voulons en Tunisie, les droits et obligations de chacun, d'un angle plutôt des acteurs économiques. Donc nous verrons sur les 2 conférences la responsabilité sociétale de l'entrepreneur et du chef d'entreprise, quelle place pour les valeurs du partage, de la solidarité dans notre société.
En parallèle, ou symétriquement, nous analyserons l'obligation ou non d'inscrire la compétitivité de nos entreprises comme chapitre d'intérêt général dans le contrat social, comment réhabiliter la valeur du travail et de l'effort, et puis suivront des ateliers plus opérationnels en début d'après-midi, l'un sur la fiscalité et le code des investissements, des outils incontournables d'incitation et d'ajustement, et certainement le point de départ de la justice sociale et de l'égalité des chances, et un autre atelier sur le dialogue social dans l'entreprise, le rôle clé du manager d'aujourd'hui, quelles difficultés, quels facteurs de succès pour le manager dans le dialogue social en entreprise. Enfin, pour clôturer le forum, nous aborderons également le rôle de l'État dans le contrat social, et ce n'est pas des moindres. Comment garantir les chances équivalentes à chacun sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'emploi, face à la sécurité, au droit à la propriété, à la liberté. Comment développer l'initiative privée, comment rétablir l'échelle du mérite, comment protéger le contrat social. Bref, vous voyez, je rentre aujourd'hui personnellement avec plein d'interrogations et une seule certitude, il nous faut rétablir un contrat social qui nous permette de vivre en paix, dans l'intérêt général, où tous nous céderions un peu de nos libertés naturelles, individuelles, mais nous retrouvons une liberté plus collective dans un cadre pacifique et serein, dans l'intérêt général. Rousseau disait « Une société qui rompt avec son contrat social ne sera plus une société ». Bref, le sujet est grave, il mérite d'être placé dans le débat public très sérieusement, il mérite l'engagement de toutes les composantes de la société, il mérite que nous soyons à la hauteur de notre riche histoire sociale tunisienne de plus de 3000 ans. Je veux vous remercier pour votre attention, je vous souhaite une belle journée au Forum de la Tuge, et puis voilà, bonne journée, et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le ministre Sirlil Zaouia, ministre des Affaires sociales, pour un mot d'ouverture de notre forum. Monsieur le ministre, à vous et soyez le bienvenu. Merci. صباح الخير. Monsieur Mehdi Gadès, président de la TUJ, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et plaisir en même temps avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu favorablement à votre honorable invitation pour assister parmi vous à la séance d'ouverture de ce forum, qui a pour thème Nouvelle Tunisie, nouveau contrat social. Thème que j'ai beaucoup apprécié, vu qu'il traduit réellement les soucis des Tunisiens dans cette période très sensible de la Tunisie, post-révolution, et qui nous interpelle tous pour la consolidation des efforts en vue de répondre aux aspirations du peuple tunisien, axées, comme vous le savez, notamment sur la dignité, la liberté et la rupture avec l'oppression et la marginalisation qui ont fortement et amèrement caractérisé la période du président déchu. Mesdames et messieurs, la Tunisie a connu, après la révolution du 14 janvier 2011, beaucoup de difficultés d'ordre politique, économique et social, du fait du désordre qui a régné notamment les premiers mois de la dite révolution et des dépassements anarchiques qu'on a toujours essayé de les envisager comme étant des phénomènes conjoncturels, évidents, liés à la période de transition de notre pays. Tout cela n'a pas accablé les efforts et les actions positives qui ont beaucoup atténué les effets d'une telle situation, sachant qu'il n'est pas tout à fait étrange que la période de transition par laquelle nous passons rencontre certaines difficultés ou dépassements qui sortent de l'ordinaire et qui, dans la plupart des cas, trouvent leur explication dans les effets d'une dictature de longue durée et dans les pratiques antérieures exercées par le régime de Ben Ali, sans aucun respect de la dignité humaine ni l'observation des principes fondamentaux des droits de l'homme. Il est évident que le gouvernement actuel, qui tire sa pleine légitimité de la volonté du peuple, a souvent apaisé, même parfois difficilement, les situations découlant du climat général de la pré-révolution et a nettement réduit les tensions, même si celles-ci ont paru au début parfois incontournables et difficiles à résoudre.
S'agissant du climat social en général, le ministère des Affaires sociales a toujours déployé ses efforts en vue d'aboutir à un règlement pacifique des conflits collectifs du travail et de maîtriser la situation sociale des relations professionnelles, avec la collaboration très étroite et constructive des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs. Il est à noter qu'environ 75% des conflits collectifs sont réglés à travers les efforts de conciliation fournis par les services centraux et régionaux de l'inspection du travail. Ces efforts reflètent évidemment l'importance que notre pays accorde au dialogue social à tous les niveaux, national, sectoriel et dans les entreprises, et qui prend plusieurs formes, la concertation, la négociation et la conciliation. Mesdames et messieurs, la Tunisie a aujourd'hui besoin des efforts de tous ses citoyens et citoyennes, sans aucune distinction, pour construire un avenir plein d'optimisme, mettant l'intérêt national au-dessus de toute autre considération et œuvrant pour la croissance économique et le progrès social, dont les fruits vont profiter à nos enfants et petits-enfants. Ceci ne peut être réalisé qu'avec le travail, l'abnégation et la recherche de l'excellence tout au long des différentes étapes de notre vie, dès la scolarité au dernier jour de notre vie active. Il s'agit là d'un défi qui doit nous harceler et nous pousser à atteindre les objectifs nobles de notre révolution, que les différentes composantes de notre société attendent la concrétisation et souhaitent à ce que la révolution constitue véritablement un réel acheminement vers la réalisation du développement intégral de notre pays et l'instauration d'un cadre de vie agréable qui sont de nature à profiter à toutes les couches sociales et à toutes les régions sans aucune distinction ni marginalisation. La Tunisie nouvelle nous a sollicité à adopter la nécessité de conjuguer les efforts en vue de surmonter les obstacles susceptibles de freiner le processus de la recherche d'un climat propice à la fois pour la croissance économique et la création des richesses, et également pour garantir la réalisation d'un progrès social réel et durable. D'un tel objectif a surgi l'idée de la conclusion d'un contrat social, mécanisme issu d'un séminaire tripartite organisé les 24 et 25 mai 2012 pour le lancement d'un projet de dialogue social en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. L'objectif de ce séminaire était de faire participer à la fois le gouvernement, l'UTICA et l'UJTT à la réalisation d'un diagnostic de la situation économique et sociale en Tunisie et de tracer les grands axes d'un contrat social pour les années à venir, de manière à refléter l'engagement des trois partenaires pour assurer les réformes socio-économiques nécessaires, afin de garantir une paix et une stabilité sociale et une prospérité économique permettant notamment la promotion de l'investissement créateur d'emplois et l'adoption d'une nouvelle approche du modèle de développement afin d'assurer plus d'équité entre les régions. Il est à noter qu'un groupe de travail tripartite a été constitué à l'issue du séminaire susvisé en vue d'élaborer un projet d'un contrat social qui sera signé le 14 janvier 2013, date de la commémoration du 2e anniversaire de la Révolution. Le groupe a organisé, après sa première constitution, 3 réunions et a déjà arrêté les grands axes du contrat social qui portent sur la protection sociale, les relations professionnelles et le travail décent, les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle, la croissance économique et le développement régional. Il est donc clair que de tels thèmes convergent tous vers les principaux objectifs de la Révolution et traduisent bel et bien l'essence même des aspirations du peuple tunisien qui prétend à un avenir prospère, susceptible de soulager ses souffrances durant des décennies, de garantir une vie décente aux couches vulnérables et de permettre à tout Tunisien d'accéder à un emploi qui est de nature à lui assurer sa dignité. Le groupe a déjà entamé les discussions sur les projets présentés par chaque partie, y compris le projet de préambule du contrat, qui doit sans aucun doute refléter les attentes de la société tunisienne et la réalisation des principaux objectifs de la Révolution. Il doit correspondre également aux aspirations des martyrs et des blessés, qui ont sacrifié corps et âme pour un futur propice aux Tunisiens, et notamment ceux qui ont été fortement opprimés, marginalisés et appauvris durant la gouvernance de Ben Ali. Je tiens évidemment à cette occasion à remercier les représentants de l'UTICA et de l'UJTT pour les efforts constructifs et le climat de confiance
qui ont caractérisé l'ambiance du travail et les discussions lors des travaux du groupe, dont les réunions vont continuer jusqu'à la dernière mouture du projet du contrat, jusqu'à ce que la dernière mouture du projet du contrat soit parachevée. Il est également à préciser que l'Organisation internationale du travail ne cesse, à travers son point focal de Tunis, de suivre et d'accompagner les travaux du groupe, puisque le lancement du projet de promotion du dialogue social a eu lieu en collaboration très étroite avec les experts du BIT. Mesdames et messieurs, certes, le contrat social attendu en tant que mécanisme émanant des acteurs socio-économiques et du gouvernement contribuera efficacement à l'instauration d'un terrain favorable pour aboutir à une véritable consolidation d'un climat social serein et d'un cadre économique propice et constructif pour projeter et assurer un avenir prospère pour les générations futures. Mais je tiens à rappeler également que nous sommes tous appelés à contribuer à la concrétisation et à la mise en œuvre de toutes les bonnes intentions que le gouvernement actuel, ainsi que toutes les forces constructives du pays, à l'intérieur et en dehors du gouvernement, se sont engagés à réaliser en vue de l'édification d'une Tunisie nouvelle, fidèle aux principes de la révolution du 14 janvier 2011. Mesdames et messieurs, la TUJ était toujours perçue comme étant un cadre qui réunit une élite de cerveaux et de grands managers de très haut niveau qui sont dévoués pour servir les intérêts de notre chère patrie. De ce fait, il est certain qu'un tel forum constituera une occasion pour discuter des moyens les plus appropriés pour contribuer aux efforts louables que les différents intervenants dans le processus socio-économique ne cessent de déployer pour assurer la réalisation des aspirations de notre peuple et pour faire de la Tunisie un futur pays prospère et émergent, capable de réaliser le plein emploi et le travail décent pour tous et d'améliorer la qualité de la vie à tous ses citoyens. Ceci est certainement l'apanage de toutes les forces du pays, y compris le tissu associatif dont la TUJ constitue un exemple, dont nous sommes objectivement fiers, vu son rayonnement et sa contribution exemplaire, constatée dans les différents forums et séminaires que cette association ne cesse d'organiser périodiquement en vue de permettre à ses penseurs et chercheurs d'examiner les principales actualités et d'enrichir la réflexion qui peut contribuer honorablement et efficacement à l'édification de notre Tunisie nouvelle. Encore une fois, je renouvelle mes sentiments de gratitude, mes remerciements et l'expression de ma haute considération aux membres de la TUJ, aux experts et aux différents participants, tout en souhaitant à vos travaux le plein succès et la réussite. J'espère enfin vous voir dans d'autres espaces de travail et de réflexion. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Après cette introduction de la part de Monsieur le Ministre des Affaires sociales, Cyril Zaouia, je me permettrai de donner la parole à Madame Ouidat Bouchamaoui, responsable de l'organisation patronale en Tunisie, l'UTK, pour nous faire partager, avec nous son point de vue sur le contrat social. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la TUJ, Monsieur le commissaire général du Forum, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier l'Association tunisienne des grandes écoles pour cette louable initiative qui vient à point nommé enrichir une réflexion d'ores et déjà engagée sur l'évolution du contexte social de notre pays depuis le 14 janvier 2011. Le débat sur cette thématique est d'autant plus capital qu'il est censé asseoir les bases du dialogue social dans une perspective de long terme. C'est dire l'importance, la responsabilité qui est la nôtre, acteurs économiques et sociaux de tous bords, dans la conception d'un modèle qui puise ses fondements de nos valeurs, de nos réalités et des ambitions des différentes franges de notre société. Pour mener à terme ce processus qui pourra être lent et complexe, il est ainsi de notre devoir à tous de réunir les préalables et les conditions nécessaires à son édification et d'associer l'ensemble des intervenants, partenaires sociaux, mais aussi hommes politiques, représentants de la société civile, experts, universitaires, juristes, journalistes et spécialistes en la matière. Je m'en félicite d'ailleurs que notre rencontre d'aujourd'hui illustre parfaitement la trame de ce projet, si vital pour l'avenir des générations futures de notre pays. Mesdames, Messieurs, la jeunesse tunisienne qui constitue, faut-il le rappeler, le socle de la structure sociale de notre pays, a fixé le cap,
dès le 14 janvier 2011. Cette jeunesse éduquée et formée dans son immense majorité, ouverte sur le monde et fière de son identité, nous a interpellés par des messages forts. Elle aspire à la dignité, à la justice sociale et au développement économique dans son sens le plus noble. L'UTICA, que j'ai l'honneur de représenter ici, n'est pas insensible à ces appels. Bien au contraire, elle y adhère de plein pied, de par sa vocation d'organisation de masse, de partenaire social et de représentant attirés des milieux de l'industrie, du commerce, des services, de l'artisanat et des petits métiers. Nous sommes certes une organisation apolitique et indépendante, mais la chose politique nous concerne au premier chef. Autant, elle conditionne l'environnement dans lequel exercent nos entreprises. C'est à ce titre que l'image de notre pays, son paysage social, le statut de la femme, la dépendance de la justice et la liberté d'expression sont autant d'axes sur lesquels nous tenons à exprimer nos positions et à faire valoir notre argumentaire dans un esprit de citoyenneté et de responsabilité partagée. Mesdames, Messieurs, convaincus que nous sommes que la réussite de la transition politique est intimement tributaire du succès de la transition économique et sociale, nous avons ainsi établi des canaux de communication et d'échange avec les institutions et les acteurs de la classe politique de toute sensibilité. L'impact de cette concertation sur l'environnement de l'entreprise peut se prêter à diverses appréciations sur la base des indicateurs économiques et sociaux disponibles. Mais l'exercice a au moins le mérite d'instaurer les bases de nouvelles traditions dans la prise de décision et le processus de gouvernance. Mais au vu du contexte historique particulier que vit notre pays, cette démarche se doit d'être confortée par une représentation formelle et significative de l'UTICA et des partenaires économiques et sociaux représentatifs à tous les niveaux de débat économique et social. Notre réseau de structures professionnelles étendues sur l'ensemble des activités, des secteurs et des régions et renouvelé sur la base d'élections libres et démocratiques se prête d'ailleurs parfaitement à cet exercice. Mesdames, Messieurs, avec notre partenaire social historique, l'UGTT, nous avons mis en place pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie une plateforme de dialogue pour dépasser le caractère ponctuel des négociations sociales classiques et inscrire dans la durée les rapports de représentants des employeurs et des employés. Ce cadre ambitionne déjà de s'atteler à des questions aussi fondamentales que les salaires, pour s'étendre au volet des relations de travail, la formation professionnelle et de l'emploi, de la croissance économique, du développement régional et de la couverture sociale. Avec le sens de responsabilité qui anime nos organisations, cette expérience pourra, je l'espère, instaurer une nouvelle culture de l'entreprise à même d'être véhiculée, inculquée et pourquoi pas adoptée dans les politiques de l'enseignement et de la culture en particulier. Dans cet ordre d'idées, je serais même tentée de lancer un appel pour inscrire l'esprit d'initiative et la liberté d'entreprise dans le projet de constitution que l'Assemblée constituante s'apprête à nous proposer. Mesdames, Messieurs, avant de conclure, je ne saurais omettre pour ma part d'insister sur la transparence comme élément inéluctable à toute initiative de débat fécond et utile de quelque nature qu'il soit. Et sans information fiable, disponible et accessible, la transparence resterait un vœu pieux et compromettrait les chances d'aboutissement du projet de société auquel aspirent les Tunisiens. J'espère que mes compatriotes qui sont élevés d'une seule voix pour dénoncer un modèle économique et social à la dérive sauront retrouver rapidement le consensus qui assurera définitivement l'ancrage de notre pays dans une dynamique de visibilité propice au développement, à la croissance et à la liberté. Partis politiques, organisations professionnelles et représentants de la société civile en sont tous concernés. Il y a de l'avenir de notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame. Je passerai la parole tout de suite à Monsieur Gilles Kepel. On est très honoré aussi de sa présence
la présence de M. Gilles Kepel est principalement pour donner et dissocier un petit peu l'aspect politique de ce qui se passe dans notre pays, de l'aspect social qui existe depuis un bon bout de temps. C'est vrai, aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, est-ce que cette tension sociale qui existe dans notre pays, est-ce qu'on l'hérite de la Révolution ? Ou tout simplement c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans l'évolution des choses, c'est un cycle économique qui est en train de se terminer et que c'est une tension qui existe dans pas mal d'autres pays. Je sais que vous avez pas mal d'éléments de comparaison entre notre pays et d'autres pays. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet après le 14 janvier, vous avez déjà commencé même avant quand les tensions ont éclaté. Je vous passe la parole. Il y a notre micro qui est disponible, j'espère qu'il marche. Oui, allez-y. Malheureusement, l'estrade n'est pas suffisamment large. Oui, bien sûr. Ça marche, oui, merci. Merci beaucoup, Walid. Merci beaucoup de m'avoir invité au Forum de la TUJ. Je suis très honoré d'être parmi vous pour de nombreuses raisons. D'abord parce que, comme professeur à Sciences Po, il m'est arrivé d'avoir des élèves qui allaient être ensuite à la TUJ. Donc je suis très flatté de voir que le cycle fonctionne. Même si, comme vous le savez toutes et tous, pendant les décennies de dictature, les sciences sociales et les sciences politiques n'étaient pas particulièrement quelque chose qui était de faveur en Tunisie. Les sciences de la répression étaient peut-être plus en faveur. Ce qui fait que nous avons eu pendant les dernières dizaines d'années très peu d'étudiants tunisiens à Sciences Po. Enfin, il y en avait qui étudiaient l'économie, tout ce qui était que le régime de Ben Ali ne percevait pas comme directement dangereux, mais cela signifie qu'aujourd'hui, face aux défis sociaux et politiques considérables auxquels la Tunisie est confrontée, il y a toute une génération, je n'ose pas dire qui manque, mais qui n'est pas à la hauteur, si vous voulez, de la demande, du fait des conditions terribles qui ont été faites par la dictature. Ce qui vaut pour les Tunisiens vaut aussi pour les observateurs étrangers du reste, puisque quelqu'un comme moi n'est venu qu'assez rarement en Tunisie, alors que j'ai maintenant presque 40 ans de carrière de Mostashrek et de Mostarab, et pour les raisons qui étaient qu'on pouvait très difficilement travailler. Vous savez beaucoup mieux que moi, on était surveillés par la police dès notre arrivée, espionnés. Nos contacts étaient menacés, et c'était tout ça, ça a créé quelque chose dont il faut bien garder à l'esprit que c'est un handicap, et j'espère que justement, y compris en collaboration avec votre organisation, c'est quelque chose que nous pourrons remettre sur pied prochainement, parce que je crois que c'est un enjeu crucial. Et puis vous le savez aussi, non seulement pour mon pays, mais pour notre monde universitaire en France, les relations avec la Méditerranée du Sud, avec le Maghreb et particulièrement avec la Tunisie sont très importantes. Et François Hollande, lors de la conférence des ambassadeurs qui s'est tenue au début de ce mois, enfin la fin du mois d'août, pardon, à Paris, a mis au cœur de ses priorités la construction d'une Méditerranée de projets. Et celle-ci, évidemment, s'inscrit tout à fait en complémentarité avec les enjeux et les défis que rencontre la Tunisie d'aujourd'hui. Alors, pour les raisons que je viens d'exposer, donc je ne suis pas un spécialiste de la Tunisie. J'essaie de trouver des excuses à cette situation, mais c'est la réalité. Néanmoins, je suis venu depuis la Révolution, je crois, presque une fois par mois dans le pays. Et c'est un peu à partir de cette expérience qui reste superficielle, mais qui est nourrie de comparaisons avec ce qui s'est passé dans les autres pays arabes que je connais peut-être un peu mieux ou un peu moins mal, que je voudrais vous livrer quelques réflexions, pas du tout définitives, mais simplement quelques pistes, avec un regard décentré, puisque je ne suis pas tunisien, je ne suis pas un enfant du pays, y compris pour vous faire réagir, peut-être pour me dire que je n'ai rien compris, mais pour essayer de situer les problèmes qui ont été évoqués par les deux intervenants qui m'ont précédé, dans une perspective qui est à la fois, je partage beaucoup de choses, mais qui est un petit peu décentrée.
vous l'avez souligné, et je crois qu'il faut le rappeler avec beaucoup de force, ce sont les questions sociales qui ont été le déclencheur des révolutions arabes. Même si qui ont été, je n'ose pas faire ce jeu de mots macabre, mais l'étincelle, puisque c'est en s'immolant par le feu, le 17 décembre 2010, donc Mohamed Bouazizi a embrasé l'ensemble du monde arabe, même si le terrain était sec pour que le feu se répande, et si les conditions objectives qui permettaient cet embrasement, cet élément opportuniste de l'embrasement, étaient déjà bien présentes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, plus d'un an et demi après le début des révolutions les plus anciennes, donc celle de la Tunisie, est-ce que cette question sociale est traitée correctement dans la révolution? Est-ce que les revendications sociales ont les moyens de se faire entendre des processus politiques et de l'institutionnalisation qui s'est construite après les révolutions? Ou bien est-ce qu'au contraire, elles restent marginales, elles restent sur le côté? Est-ce qu'elles sont prises dans une nouvelle forme de traitement qui, à l'occasion de l'ouverture du système politique, s'apparente davantage à de la démagogie au traitement réel de ces questions sociales quant au fond? Je crois que c'est une question qui est posée de manière fondamentale et qui ne concerne pas seulement la Tunisie, mais qui concerne aussi l'Égypte. En Libye, où la situation est dramatique, et en particulier, comme ça a été illustré par les attentats d'avant-hier du 11 septembre, date tragique s'il en est, l'ont montré, on va aussi trouver ce type de questions sociales à des niveaux différents, puisque la Libye, comme vous le savez, ne souffre pas, comme l'Égypte et la Tunisie, d'une pénurie de ressources, mais au contraire dispose de ressources pétrolières et gazières très importantes, néanmoins d'un système économique et d'un système politique aujourd'hui tout à fait inadapté. Alors, mon sentiment, après donc avoir beaucoup tourné en Tunisie au cours de cette dernière année, même de manière un peu superficielle, c'est que justement les questions sociales qui ont été à l'origine de la révolution, aujourd'hui se présentent avec une acuité au moins égale à celles qui ont déclenché la révolution. Et j'étais très frappé, notamment le week-end dernier, que j'ai passé à Sidi Bouzid, par le sentiment de rage et de mécontentement de la plupart des jeunes avec qui j'ai pu discuter, qui se réclamaient des débuts de la révolution, d'une mobilisation qui avait commencé au lendemain du 17 décembre, avec un certain nombre de jeunes qui appartenaient au mouvement des chômeurs, des diplômés chômeurs, ou bien des jeunes cadres des branches régionales de l'UGTT, et qui avaient non seulement le sentiment que leur situation sociale ne s'était pas du tout améliorée au bout d'un an et demi, mais peut-être, et c'est encore peut-être plus préoccupant, que, au fond, leur rôle comme leader d'une mobilisation politique ou sociale était aujourd'hui en train de s'effriter face à l'émergence de nouveaux acteurs politico-religieux qui tiraient parti de ce mécontentement social renouvelé pour faire avancer des revendications dans lesquelles ils considéraient que les objectifs de départ de la révolution se trouvaient très largement dévoyés. Et je n'ai pas pu ne pas être frappé, donc à Sidi Bouzid, que personne, enfin vous le connaissiez, mais personne dans le monde ne connaissait le nom de Sidi Bouzid avant le 17 décembre 2010. Aujourd'hui, Sidi Bouzid, ça dépasse Sidi Bouzid, c'est le symbole des révolutions arabes, c'est un lieu emblématique, si vous voulez, hein, pour le meilleur et pour le pire, comme vous voudrez. Mais ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que dans cette ville symbole de
des révolutions arabes, de ce qui a été rappelé par Monsieur le ministre tout à l'heure, ces revendications de liberté, dignité et justice sociale. Aujourd'hui, la force qui m'a semblé, alors peut-être pas encore dominante, mais en tout cas qui est extrêmement dynamique et qui va vers ces jeunes chômeurs diplômés, vers les mécontents, ce sont les mouvements salafistes. Et la mosquée principale de Sidi Bouzid, qui est aujourd'hui passée sous le contrôle de Ansar al-Sharia, de Abu Ayyad, qui est d'ailleurs que j'ai rencontré là-bas, qui était en tournée, est aujourd'hui, me semble-t-il, l'un des éléments clés qui traduit des revendications sociales insatisfaites dans un langage religieux radical. Alors, on a pu le voir par exemple au souk local, qui est où l'ordre d'une certaine manière est assuré en l'absence de forces de l'ordre véritablement constituées par les individus en question, qui sont très présents, qui contrôlent le marché. C'est un facteur. Hein. Et ça, évidemment, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas jusqu'où il faut généraliser. Et Sidi Bouzid, c'est pas l'Iran. Hein, on en est loin. La ville n'est pas du tout passée sous le contrôle de ces mouvements, mais on sent bien qu'il y a là, il me semble que c'est dû notamment à un déficit de traitement de la question sociale, en tout cas tel qu'il est ressenti par les principaux intéressés. Il y a là des facteurs d'instabilité qui sont assez préoccupants pour le devenir de la transition démographique en Tunisie. Alors, est-ce que cette question est proprement tunisienne ? Non. Et dans le cas égyptien, par exemple, que j'évoquerai brièvement en comparaison, elle est là beaucoup plus grave en Égypte. En Égypte, la coalition, enfin la majorité gouvernementale n'est pas comme en Tunisie, composée d'un parti islamiste qui a fait d'une certaine manière sa révolution démocratique, ou en tout cas qui considère qu'il a, à partir de 2005, à partir de l'alliance entre les forces d'opposition au régime de Ben Ali, entre les démocrates et les islamistes, qui considère qu'il a découvert le concept de liberté publique, hein, selon le titre du livre de Ranouchi, Al-Hurriyat al-Amma. En Égypte, on n'en est pas tout à fait là. Et ici, où on a une alliance entre des forces islamiques modérées, chacun l'interprétera comme il le veut, et des forces démocratiques non islamistes, en Égypte, au contraire, la majorité, ce sont des frères musulmans et des salafistes. Et où est-ce que les partis salafistes, dont on ne sait pas s'ils se présenteront d'ailleurs aux élections tunisiennes quand elles auront lieu, où est-ce que les partis salafistes ont fait la masse de leur voix en Égypte? Ce sont dans les quartiers déshérités des grandes périphéries urbaines, dans les bidonvilles, dans les Rachaouillettes, où ils ont présenté des revendications de rupture intellectuelle, sociale, culturelle, radicale, totale avec le système existant, distribuant par ailleurs un certain nombre de subsides et de subventions leur venant de leurs divers sponsors. Donc, et c'est un enjeu aujourd'hui très important. Donc, si vous voulez, on peut, même si la société tunisienne est différente de la société égyptienne, et un forum comme celui-ci ne pourrait pas avoir lieu en Égypte aujourd'hui, je crois. Et donc, les circonstances sont différentes, mais néanmoins, je crois que cela doit nous donner, bien nous montrer que le traitement de la question sociale, qui est l'élément qui a catalysé la révolution, ce n'est pas la cause unique, mais qui est le catalyseur, la question sociale, catalyseur des révolutions arabes, si on considère que finalement on peut le laisser de côté et on peut se focaliser sur des enjeux qui sont davantage politiques, religieux ou culturels, la question sociale va faire retour avec force, et va faire retour à travers un langage, à travers un vocabulaire qui n'est pas forcément aisé à traiter. Voilà, peut-être quelques éléments de réflexion pour contribuer à votre réflexion, encore une fois, qui viennent d'un point de vue extérieur, mais qui peut-être peuvent mettre en perspective les débats, je n'en doute pas, très, très riches et très intéressants que vous mènerez aujourd'hui, avec mes remerciements encore
pour votre invitation qui m'honore considérablement. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. C'est très gentil. Juste pour situer un tout petit peu les interventions dans le cadre général du forum, comme on a vu, le contrat social, c'est quelque chose de très très important pour la paix sociale dans notre pays. Donc on est en train peut-être d'aborder le sujet de plusieurs points de vue. On a commencé par voir un tout petit peu la réflexion qui est menée aujourd'hui entre l'UJTT et l'UTK avec l'intervention de l'État bien sûr pour mener à bien cette réflexion-là, mais en tant que membre de la société civile, on essaie aussi de voir la dimension politique et la dimension économique de ce débat-là. On vient d'avoir une petite présentation par rapport au fait que la tension sociale qui existait dans notre pays était catalyseur de ce qui s'est passé tout au long du mois de décembre 2010 et le 14 janvier 2011. Moi, j'aimerais bien poser la question à M. Raymond Torres en tant que membre de l'Organisation internationale du travail pour donner une autre dimension autre que politique par rapport à cette tension sociale, par rapport à sa dimension économique et peut-être par rapport à une dimension, j'ai envie de dire historique, parce qu'il y a une vraie évolution des économies de marché, une vraie évolution et on va dire une érosion un tout petit peu des relations employeurs-employés dans pas mal de sociétés du monde. Je vous passe la parole pour partager avec nous vos réflexions par rapport à ce sujet. Le choix du sujet est en effet très approprié, étant donné le contexte actuel de crise mondiale qui continue malgré tout. La question du nouveau contrat social se pose bien entendu en Tunisie, mais je crois qu'elle fait écho à une problématique beaucoup plus large qui va très au-delà du monde arabe. En fait, quand on regarde un peu les évolutions économiques de ces 2 dernières décennies, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on peut constater un creusement considérable des inégalités dans le monde. Dans 2/3 des pays pour lesquels nous disposons d'informations, les inégalités entre, disons, bas salaires ou personnes qui ont des emplois à faible qualification et les autres types de rémunération se sont fortement creusées. Les 1% les plus fortunés des sociétés occidentales ont accaparé un pourcentage important des richesses. Par exemple, aux États-Unis, c'est à peu près 18% du revenu national. Donc on rejoint pratiquement des taux qui étaient en vigueur au moment de la grande crise et de la grande dépression de 1929. Et plus généralement, je crois qu'on est en train de constater une érosion du modèle de promotion sociale et de mobilité sociale. C'est-à-dire les inégalités, petit à petit, se répercutent de plus en plus sur les chances de mobilité sociale, qui, après tout, constituent l'essentiel, ce sur quoi les démocraties sont fondées, les systèmes sociaux sont fondés, c'est-à-dire la possibilité pour tout le monde d'avoir une évolution dans l'échelle sociale et d'avoir une possibilité d'évolution à un moment donné, une égalité des chances à ce sujet. Donc le problème est extrêmement sérieux et c'est pour ça que ça rencontre en fait tout à fait le sujet que vous avez choisi pour la conférence. Le deuxième point qui me paraît très important, et également à la lumière de la crise globale, également en Tunisie, c'est à l'intérieur de ce creusement des inégalités déjà depuis un certain temps, c'est la question centrale de l'emploi. Et déjà avant la crise, un certain nombre de pays, y compris la Tunisie et beaucoup de pays arabes, connaissaient déjà un chômage des jeunes relativement important. Alors on disait, ah mais il suffit de former les jeunes et comme ça ils trouveront un emploi. Et en fait, on a constaté le développement du chômage des jeunes diplômés. C'est-à-dire que désormais cette promesse qui leur était faite, qui est qu'il suffisait de faire de bonnes études pour ensuite trouver un emploi, et un bon emploi, un peu plus tard, cette promesse, en fait, se remplit et se constate et se vérifie de moins en moins, en fait. Évidemment, avec la crise, on a constaté une aggravation de la situation et évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus grave, d'autant qu'un certain nombre de ces diplômés, et vous en savez quelque chose, trouvaient à s'employer dans d'autres pays, et désormais, ces autres pays qui employaient les diplômés, notamment à partir de pays en développement, sont en crise et offrent peu d'opportunités d'emploi aujourd'hui. Donc, en fait, on revient à la véritable question qui est que les modèles de développement n'ont pas été à la hauteur des aspirations en termes d'emploi. Et à partir de là, on a constaté le développement de la crise sociale. Je rejoins tout à fait la problématique qu'a soulevée le professeur Keppel à ce sujet. Je pense que c'est vrai que la question sociale est tout à fait centrale dans cette crise. Je voudrais juste dire que c'est vrai en Tunisie et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, y compris des pays aussi différents que le Chili,
que la Chine aujourd'hui connaît également un problème de chômage des jeunes diplômés également très important et donc qui nourrit un certain mécontentement, une certaine frustration sociale. Il y a eu l'année dernière, selon nos registres, 90 000 conflits sociaux en Chine. Beaucoup d'entre eux, de ces conflits sociaux, dus à la situation au regard des inégalités justement et de l'emploi et des conditions de travail. Donc je crois que le sujet de votre conférence rejoint tout à fait une préoccupation globale de ce point de vue-là, la question de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes. Un autre élément très important dans la notion de contrat social, c'est effectivement celle de partenaires autonomes qui se mettent d'accord, qui négocient sur une façon différente de faire de la politique économique. C'est certain qu'il est important que les partenaires d'abord soient autonomes. Il faut que les syndicats soient libres, il faut que les employeurs également puissent négocier de façon autonome et l'État doit prendre toute sa place dans ce nouveau partenariat de manière à trouver une façon différente de faire de la politique économique et sociale. Se satisfaire exclusivement de résultats en termes de croissance économique, on l'a vu avec la crise, est une erreur. On a vu de nombreux pays, y compris la Tunisie, qui étaient considérés par certaines agences internationales comme les bons élèves, les étoiles montantes de l'économie mondiale, à partir de taux de croissance qui étaient, en tout cas sur le papier, élevés. Et on a vu que ces stratégies-là ne sont pas durables, au-delà du fait que, bien sûr, dans le pays, ce n'était pas vécu ainsi et que les taux de croissance n'étaient pas vécus par une grande partie de la population comme des phénomènes réels d'augmentation des revenus, d'accès à la prospérité et à l'égalité des chances. Mais on a vu également, même du point de vue macroéconomique, qu'une croissance qui ne serait pas équitable, qui ne serait pas fondée sur des bases solides et partagées, n'est pas durable et n'est pas tenable. Donc cette question du nouveau partenariat avec des syndicats, avec des organisations patronales et un État qui prend sa place et qui donc donne cette place à la concertation, me paraît tout à fait fondamentale et je félicite à nouveau les organisateurs du choix du sujet, parce que ça rencontre, je crois, un écho beaucoup plus général. Alors, je crois qu'un des intérêts de ce forum, qui réunit quand même une partie importante des élites du pays, c'est de voir justement quelle est la place des élites, la place des experts, la place du monde académique dans ce nouveau partenariat. Alors, est-ce que l'expert, l'élite, peut remplacer le dialogue social? Je ne le crois pas et nous ne le pensons pas. À l'OIT, nous pensons qu'il y a une primauté au dialogue social qui va au-delà des élites, mais l'élite et les experts doivent prendre leur place pour nourrir le débat, me semble-t-il, à partir d'analyses et d'expertise qui permettent effectivement de trouver des solutions concrètes. Et effectivement, les élites ont même une responsabilité également pour s'engager dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, dans la création d'entreprises, pour jouer un rôle d'entraînement en quelque sorte. Mais enfin, il faut effectivement placer les élites à leur place et je crois que ce forum va être très intéressant de ce point de vue-là. Quel est le rôle des experts, des académiques et des élites dans la formulation du nouveau contrat social? J'ajouterai également qu'il y a un point très important en Tunisie et dans d'autres pays, mais je crois que c'est particulièrement vrai en Tunisie où il y a une dictature dure, qui a duré un certain temps, trop longtemps, qui est de l'articulation du court terme et du long terme. Alors, je vais essayer dans la conférence de clôture de donner quelques éléments de comparaison internationale, comment certains pays, dans des circonstances similaires, je pense à l'Espagne pendant un certain temps, d'où je viens, je pense au Brésil, qui a connu également un régime autoritaire, ou la Corée du Sud. Et la même question s'est posée, c'est-à-dire évidemment lorsqu'il y a une libéralisation politique, de nouvelles opportunités, un nouveau contrat social qui est à portée de vue, les attentes sont très supérieures à ce que peut effectivement faire un pays concrètement tous les jours, et notamment dans le domaine de l'emploi, encore une fois, qui est une question tout à fait centrale. Et par conséquent, la conciliation des deux, dans la réconciliation entre les impatiences et les attentes à court terme et la formulation du long terme, je crois réside l'essentiel du succès d'un pays comme la Tunisie. Je pense qu'il y a
en tout cas des comparaisons internationales. Chaque pays doit trouver sa voie. Je ne crois pas qu'on puisse transposer. Je ne le crois pas du tout. Je suis sûr que le professeur Keppel sera d'accord, qu'on puisse transposer d'autres expériences à celles d'un pays quel qu'il soit. Mais des solutions existent, ont été utilisées et mobilisées ailleurs. Je suis sûr qu'on pourra également les évoquer ici. En tout cas, encore une fois, merci du choix de ce sujet. Merci de cette invitation à un forum aussi intéressant et stimulant. Merci. Merci à vous. Très bien. Voilà. Je pense qu'on a planté un peu le décor. On a parlé un petit peu du point de vue de l'État par rapport à ce qui se passe en Tunisie. On a pris un peu le feedback du patronat par rapport au projet futur du contrat social. On a essayé d'avoir une dimension politique par rapport aux tensions qui existent aujourd'hui dans notre pays, par rapport à cette pression-là sociale. On a essayé un tout petit peu de faire le distinguo entre ce qui est particulier à la Tunisie, vu ce qu'on a connu pendant les 2 dernières années, et ce qui est un tout petit peu inhérent à l'évolution des choses dans le monde. Je pense que si on fait le bilan par rapport aux différentes interventions, on se rend compte qu'il y a une tension politique dans le pays, ça c'est indéniable. Il y a une augmentation des inégalités dans le monde, il y a une crise économique. Tout ça fait qu'aujourd'hui, pour trouver des termes de contrat où tout le monde se trouve, c'est un peu difficile. J'aimerais bien poser cette question-là, qui est une question un peu à tiroir, à Monsieur le Ministre, pour donner un tout petit peu sa vision par rapport à ces différents challenges qui guettent un peu la Tunisie pendant les prochaines étapes. Merci. Vous pouvez garder, je pense que là, ça sera plus simple, je pense, à gérer. Désolé, hein, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour se déplacer. C'est vrai que c'est la question centrale. La situation actuelle se caractérise par une angoisse sociétale globale, une situation politique qui est encore instable. Nous sommes dans une période de transition, mais cette période de transition n'est pas caractérisée particulièrement par un consensus des acteurs politiques. Bien sûr, il y a la crise économique et puis il y a la demande sociale et sociétale même. Et aujourd'hui, la demande sociale, elle est très importante. Ça veut dire que les négociations de ce nouveau contrat social vont être imprégnées par ce climat-là, par l'ensemble de ce climat. Et les acteurs et les partenaires sociaux, aussi bien les représentants du patronat que les syndicats ouvriers, que le gouvernement, va être imprégné par des impératifs et un positionnement qui tient compte de cette situation-là. Et ce qui fait que tout ne peut pas être résolu tout de suite. À la limite, la meilleure situation pour débattre et mettre en place un nouveau contrat social, c'est lorsque la situation politique vraiment sera particulièrement éclaircie. Lorsqu'on aura une situation politiquement stable. Tous les partenaires sociaux sauront comment se positionner. Il y a des institutions politiques, il y a un gouvernement stable, il y a un programme à court terme du gouvernement, et donc on a au moins une vision à moyen terme. Or, ce n'est pas le cas. Donc, certainement qu'aujourd'hui, le prochain contrat social, ou nouveau contrat social qui sera signé, va être une première étape. De toute façon, dans notre conception, le contrat social est quelque chose qui n'est pas figé. Il faut qu'il change en fonction, il faut qu'il y ait une mobilité dans les relations entre les partenaires sociaux évolutives. Et donc, ça va être certainement un premier jet qui va être imprégné de cette influencé par cette ambiance générale. Mais les jeunes de Sidi Bouzid, dont on parlait tout à l'heure, M. Keppel, je vais y arriver. Vont être aussi patients ou pas? C'est ça toute la question. Je vais y arriver. Donc, il y a un puzzle à monter. Sauf qu'aujourd'hui, en Tunisie, on a une difficulté importante, majeure, je dirais, dans ce puzzle, qui est la stabilité politique. Et pour le moment, tant qu'il n'y a pas de constitution, tant qu'il n'y a pas un échéancier politique clair, le reste, ça va être juste un encadrement provisoire. Ce que nous faisons au ministère des Affaires sociales comme effort pour
calmer cette angoisse sociale et cette demande sociale et l'encadrement de la pauvreté est très important en volume. Si on voit le volume budgétaire est très important. Mais il n'arrive pas à calmer cette angoisse et cette vraiment le terme ihtiqan en arabe il reflète mieux cette ambiance. Parce que les Tunisiens ont besoin d'être rassurés globalement, sur la globalité de la situation, sur leur mode de vie pour certaines régions, et en particulier les régions les plus aisées, sur l'emploi, sur leur situation sociale, sur le logement dans les régions les plus défavorisées, sur l'ascenseur social dans les régions les plus défavorisées. Donc, on n'est pas actuellement en situation de pouvoir répondre à cet ensemble. Pourquoi? Parce que, d'abord, le consensus politique qui permet de gérer ces problèmes d'une manière sereine n'est pas encore là. N'est pas encore là, et c'est capital si on veut, par la suite, voir les choses, tout ce qui est modèle de développement, tout ce qui est relation entre partenaires sociaux, d'une manière plus sereine. Et avec une vision qui ne sera pas à très court terme. Il ne faut jamais oublier que tous les partenaires, quels qu'ils soient, ont toujours en vue les prochaines élections. Et c'est des calculs, que ce soit les partis politiques et même les organisations syndicales. Si on veut être franc et direct. C'est tout à fait normal. Je pensais pas entendre de votre part. C'est tout à fait, non mais c'est tout à fait normal. Il y a un exercice nouveau, on n'était pas habitué. Il y a eu une révolution dans ce pays, sans qu'il y ait de direction, sans que les acteurs politiques n'aient été préparés à accéder au pouvoir. C'est ça la nouvelle donne. Nous avons des organisations patronales et syndiquées qui habituellement l'État avait une relation tutélaire, voire clientéliste si on peut utiliser même des termes un peu difficiles. Mais il y avait une situation tutélaire de l'État. C'était le régulateur entre les partenaires sociaux et il avait des relations de clientélisme parfois très très avancées avec certains. Donc ça aujourd'hui, cette figure tutélaire a disparu. Nous sommes dans une situation où il faut construire des relations entre partenaires sociaux avec des structures qui étaient habituées à avoir un tuteur qui représentait une peur mais une protection aussi. Aujourd'hui, lorsque les syndicats ouvriers qui se sont retrouvés vraiment à la pointe de la révolution, sans le vouloir, sans le décider, et un peu pour certains malgré eux. Aujourd'hui, c'est difficile de gérer la liberté brutalement acquise. Donc tout ça demandera certainement. Ce qu'il faut, c'est en fait le nouveau contrat social, c'est une révolution culturelle. C'est beaucoup plus que des positionnements ou la négociation d'un contrat entre partenaires, et ce n'est pas un contrat habituel. C'est quasiment une nouvelle conception des rapports entre partenaires sociaux. Vous en avez eu un exemple d'une absence particulière ce matin. C'est tout ça. Je voulais pas la noter, mais bon. Non, mais si on veut aller directement au fond des choses, c'est ça. Et ça viendra par étapes. Sauf que le socle primordial, c'est le consensus politique, qui aujourd'hui n'est pas encore établi. J'espère que l'Assemblée constituante va rapidement terminer ses travaux d'élaboration de la Constitution et que l'agenda électoral politique soit fixé, ça permettra de rassurer. Je reviens à M. Kepel sur ce qui se passe à Sidi Bouzid. Nous sommes en Tunisie dans le populisme large. Même les élections, si on veut faire une analyse quasiment sociologique des élections du 23 octobre dernier, il y a un fond de discours populiste qui a prévalu et qui a donné de la surenchère dans les propositions. On a dit qu'on va créer tant d'emplois, alors que le pays était en récession.
C'est ça le risque majeur, c'est que le salafisme est une variante du discours populiste. Il y en a ailleurs. L'Arida est un discours populiste qui a accroché à Sidi Bouzid. Maintenant, il va y avoir certainement un transfert de voix, si on veut parler d'élection, entre l'Arida vers le salafisme. Et c'est en train de se passer, là, sous nos yeux. Donc, aujourd'hui, les acteurs politiques doivent être conscients. Tous les acteurs, moi je mets tout le monde devant sa responsabilité, même le parti auquel j'appartiens, pour établir le consensus afin que ces jeunes-là puissent voir que ce n'est pas dans ce populisme ou ce radicalisme qu'on va trouver la solution. Parce que c'est une valeur refuge aujourd'hui. Et aujourd'hui, surtout, c'est vrai qu'il faut assurer la sécurité. Il faut qu'il n'y ait pas d'atteinte aux libertés individuelles, aux biens publics et privés. Tout à fait d'accord. Mais il faut aussi assurer un dialogue. Parce que le populisme, on ne s'en sort pas avec la répression. Et vous le savez très bien. Donc, je pense que c'est la meilleure démarche. Il y a aussi, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux, il faut leur permettre qu'ils voient concrètement ce qu'on peut faire. On a un projet à Sidi Bouzid dans le domaine de l'agriculture, où on voit, qui a commencé la semaine dernière, 150 jeunes qui viennent des familles les plus pauvres, défavorisées, qui vont être pris en charge avec la FAO et le Programme alimentaire mondial, qui vont avoir une formation pendant 2 ans avec un projet d'installation. C'est important de multiplier ce genre de projet qui redonne l'espoir sur du concret. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, 150 jeunes vont avoir un salaire, un emploi, une formation, un salaire, une couverture sociale. Et ça permet de redonner l'espoir. C'est pas beaucoup, 150 jeunes, mais c'est important comme symbole. Donc, je pense que la démarche doit être globale et intégrée si on veut dépasser cette logique de discours populiste et vraiment, entre guillemets, vaincre le salafisme. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour votre franchise. Franchement, il y a certains... maintenant... Non, mais au contraire, j'espère que ça va juste encourager... Au contraire, j'espère juste que ça va encourager les autres pour avoir la même franchise dans le discours. Maintenant, j'adresse ma question à Madame Bouchameui en tant que responsable patronale et en tant que aussi une personne qui a une volonté d'aller de l'avant et promouvoir l'entreprise tunisienne. Le cadre, il est clair. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une pression sociale très, très importante. On a un État qui a besoin de plus de visibilité politique. Donc, tout ça, certainement, n'est pas encourageant pour l'homme d'affaires d'investir, alors que là, quelque part, si on part sur ce principe-là, on est en train de faire quelque part une tautologie. On est en train de se mordre un peu la queue. C'est un cercle vicieux. Si l'homme d'affaires n'investit pas, il ne va pas y avoir de résolution pour le problème de chômage, donc pas de résolution pour les problèmes sociaux. Et quelque part, c'est la paix sociale qui en pâtit dans tout ça. Je souhaiterais savoir un tout petit peu quelle est la position aujourd'hui de l'homme d'affaires par rapport à tout ce contexte-là, par rapport un tout petit peu à ce manque de visibilité politique aussi, à ce besoin d'avoir des partenaires durables. Je l'ai dit tout à l'heure au professeur Keppel, ce sont les hommes d'affaires maintenant comme joker pour les utiliser à des fins politiques. Notre principale raison d'être, c'est l'investissement. On est là pour investir, pour créer de l'emploi et pour participer à la croissance du pays. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, aussi bien, moi je pense que tous nous sommes responsables, nous, les acteurs économiques, les acteurs politiques, les médias, tous nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. On est en train de créer un climat qui n'est pas clair pour tous. On est en train de mal juger les gens sur des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Pourquoi nous sommes responsables? Parce que là, on est les jeunes qui étaient à l'origine de cette révolution. Pour eux, leur premier objectif, c'est l'emploi. Certes, on a besoin de la démocratie, on a besoin de la liberté d'expression, mais au-delà de 15 mois, c'est trop. On ne peut pas rester comme ça à l'attente, sans des objectifs bien précis, sans une visibilité claire, sans un programme clair. Notre non-classement aujourd'hui au Forum de Davos, c'est une catastrophe pour la Tunisie, moi je le dis en présence de Monsieur le ministre des Finances. C'est d'immense. Donc, et
le président, mais restera toujours ministre pour moi. Donc, mais c'est vrai. Donc, il faut qu'on apprenne aussi, malheureusement, il faut que ça rentre dans notre culture aussi de respecter les gens, parce que là, ça dépasse ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On est en train vraiment de dépasser ce cap-là. On est en train de mettre tout le monde dans le même couffin. Les gens, avant le 14 janvier, étaient tous des voleurs, des trafiquants, des assassins d'images. Et là, ça fait mal. Qu'est-ce que nous allons donner à notre génération, à nouvelle génération, à nos enfants? On va leur montrer qu'on a un cœur dur, on n'oublie pas. C'est vrai, on a passé par nous, en tant qu'investisseurs, je parlerai en tant qu'investisseur, je ne vais pas parler de notre côté. C'est vrai, bon, il y avait un système, il y a certains qui ont eu le courage de ne pas suivre ce système, c'est une minorité, il faut le dire, d'autres qui ont suivi, mais aussi on a beaucoup. Il faut être fier de la Tunisie, des investisseurs tunisiens, des hommes d'affaires tunisiens qui ont été comment dirais-je, les fondements de l'économie tunisienne, qui ont réussi à investir en Tunisie. Nous avons des groupes qui ont pu et ont su percer dans des marchés extérieurs. Il faut aussi être fier de ces compétences tunisiennes. Vous, ici, vous êtes l'élite de la Tunisie. Vous avez réussi votre formation, votre éducation dans des écoles aussi prestigieuses, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ce n'est pas mine de rien. Il faut exploiter toute cette richesse-là. Il faut être fier. Il faut aussi moi, je pense qu'il faut aussi changer cette image, même dans tous nos discours politiques, économiques. Notre premier souci aujourd'hui, c'est l'investissement, c'est l'emploi. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas la religion, c'est vraiment l'emploi, rien que l'emploi. Il faut qu'on multiplie tous les discours pour parler, pour trouver des solutions, pour échanger les idées entre nous, partenaires économiques, partenaires sociaux. Moi, je le dis franchement devant tous, en présence de tous mes amis, même s'ils ne sont pas dans la même organisation patronale que nous, moi, c'est rien. Nous sommes en Tunisie. Nous avons un objectif bien précis, nous avons notre pays. Il faut aimer ce pays qui est très riche, un pays qui est riche par ses compétences, par ses jeunes. Nous avons beaucoup d'avantages, nous sommes très proches de l'Europe. Nous avons acquis une grande importance avec l'ouverture, avec la signature de l'accord avec l'Union européenne. Il faut qu'on soit tous ensemble. Ce n'est pas la peine vraiment même si on essaie de laver notre linge sale entre nous, mais il faut aujourd'hui, on a besoin d'être plus proches, de s'écouter, d'échanger les idées, même en présence de ces... même CGT, donc moi je parle aussi là où nous sommes tous là pour la Tunisie. Il faut que tous on discute des prérogatives de la Tunisie. Et je dirais moi que le contrat social, ça permettrait aussi, c'est un moyen pour nous de mettre en relief, au-delà des négociations, des augmentations salariales, les réformes à mettre en place. Nous avons besoin d'une entreprise compétitive. Nous avons besoin d'assurer une meilleure productivité. Nous avons aussi besoin d'assurer les meilleures conditions aux travailleurs. Nous avons aussi besoin de créer de l'emploi dans des créneaux et dans des industries nouvelles, à une meilleure valeur ajoutée. Et donc, la présence de tous les acteurs économiques et sociaux est très importante pour qu'on évolue vers un pays qui soit un pays développé et bénéficier de tous les avantages que nous avons. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces mots du cœur. Je passerai la parole à M. Gilles Kepel de nouveau. Tout à l'heure, M. le ministre a parlé d'un consensus. Moi, j'aimerais bien juste avoir votre avis par rapport à cette question-là, parce que le problème d'un consensus, il se fait entre organisations, entre partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, et là je fais appel à votre fibre plutôt de sociologue plus que de politologue, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société tunisienne, et surtout ces jeunes un tout petit peu avec beaucoup de désespoir, qui ne se retrouvent pas dans l'échiquier politique, est-ce qu'ils se retrouvent dans un consensus quelconque aujourd'hui entre organisations patronales et organisations syndicales, entre partis politiques, ou est-ce qu'ils se sentent complètement en dehors de ce jeu-là? Et c'est-à-dire, s'il y a un consensus demain entre ces organisations-là, est-ce que ces gens-là qui mettent la pression sociale quelque part vont s'inscrire là-dedans? Ou vous sentez une réelle rupture entre l'élite de ce pays-là et ses couches basses? Voilà. Merci. Je crois que c'est une question très, très importante. Je ne pourrais pas y fournir la réponse, hein, mais je crains que ce soit là le problème. C'est-à-dire que
on a une Tunisie qui est celle qu'on connaît bien en Europe, qu'on trouve formidable, qui est d'une certaine manière qui recoupe un peu les dichotomies que vous connaissez ici. La Tunisie de la côte, de la banlieue nord, des élites qui ont été formées à l'étranger, qui sont revenues, qui ont effectivement produit des emplois qui participent à l'économie mondialisée. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, tout à l'heure, la Tunisie, moi je me souviens d'avoir participé il y a quelques années au forum de Davos avec Monsieur Mohamed Rennouchi, qui était à l'époque ministre, pas Premier ministre, mais des Finances ou du Plan ou des Réformes. Il y avait je sais plus, j'ai oublié quel était son titre à ce moment-là, et la Tunisie était à l'honneur à Davos. C'était le pays, cette année-là, c'était le pays à l'honneur. Aujourd'hui, vous nous avez venez nous dire rappeler ce qui s'est passé dans le déclassement. Donc, je crois qu'il y a eu cette Tunisie prospère et d'une certaine manière, la dictature a fait en sorte que une sorte d'ordre et d'oppression a régné, qui n'était pas seulement l'oppression politique que tout le monde dénonce, mais aussi une forme d'oppression sociale. Et quand le couvercle de la dictature a sauté, et il faut encore se rappeler que ce qui l'a fait sauter, ce qui a catalysé les choses, c'est un geste social. Et aujourd'hui, ces forces se sont mises en mouvement, et autant on voit un processus qui, par rapport aux autres pays en Tunisie, paraît vertueux d'institutionnalisation politique, c'est-à-dire qu'il y a eu une transition qui n'a pas été sanglante, il y a eu des élections, certains en contestent le résultat, mais personne n'en conteste fondamentalement le déroulement, si vous voulez. Et néanmoins, dans le domaine social, j'ai l'impression que le même processus ne s'est pas produit. C'est-à-dire qu'on a quand même plusieurs univers qui sont juxtaposés les uns aux autres, et ça je ne sais pas comment l'expert du travail peut apprécier les choses. Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, encore une fois, en discutant avec des jeunes dans les régions marginalisées du centre, alors tout en sachant bien que celles-ci ont une tradition particulière de dissidence, etc., c'est que la modernisation qui a produit l'éducation a paradoxalement fabriqué des individus qui se sont trouvés non pas inaptes aux demandes du travail, mais inadaptés au marché du travail. Parce que vous avez des gens qui ont été issus de l'explosion démographique, issus de l'exode rural, qui ont des diplômes, qui ont des licences, des maîtrises d'histoire, de toutes sortes de choses. J'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux à Sidi Bouzid, et qui ont tout simplement pas de boulot. Il n'y a rien qui corresponde dans le marché du travail à leur capacité. Alors aussi parce que, vous le savez mieux que moi, l'inflation universitaire a produit des effets pervers. C'est-à-dire que le niveau des universités a baissé. Des gens qui sont diplômés de telle ou telle université, sur le marché du travail, on sait bien qu'ils sont pas au niveau. Donc on les recrute pas. Donc on a fait naître des espérances, des grandes espérances, comme aurait dit Dickens, extraordinaires. Et du coup, ça crée ce phénomène bien connu de toutes les révolutions, qu'on appelle la frustration relative, où les gens ont des attentes qui ne sont pas réunies. Les paysans du Nil, qui depuis 5000 ans font le même geste, n'ont à la limite pas d'attente. Leurs enfants qui vont en ville parce qu'il y a eu trop d'enfants dans la famille, parce qu'ils ne peuvent plus vivre de la terre, qui se retrouvent formés, qui voient tout un univers s'ouvrir devant eux, mais dont la formation n'est pas bonne, et qui finalement ne vont pas trouver les emplois auxquels ils aspirent parce qu'ils sont pas employables d'une certaine manière. Là, on est dans une situation très complexe. Et j'ai l'impression que ça fait partie si vous voulez, des ratés du développement qui, tant qu'il y avait le couvercle de plomb de la dictature sur le pays, ne pouvait pas s'exprimer, puisque finalement l'expression était interdite. Et tout l'enjeu, tout le défi de la révolution, c'est d'arriver justement, je crois,
à mener cet accompagnement social. Alors, Monsieur le ministre mentionnait l'expérience de pilote à Sidi Bouzid dans les 150 jeunes, vous avez mentionné. Effectivement, c'est comment on dit en Égypte, Hassan Men Balash, mais c'est pas grand chose. Mais je crois qu'il y a le sentiment, enfin en tout cas ce qu'on perçoit je ne suis pas spécialiste des régions déshéritées de Tunisie, hein, pas du tout. Et le paradoxe ce serait que ce soit le Rumi qui parle de ça aux gens du pays. Mais le paradoxe du Rumi ou du Gauri. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose qui est un enjeu crucial. C'est-à-dire que et on le voit bien avec malheureusement le représentant de l'UGTT n'a pas pu venir aujourd'hui. La Tunisie a quand même fonctionné avec un mouvement syndical fort, dont l'élite était cooptée par le régime, dans des relations compliquées, mais bon, vous aviez quand même des syndicalistes UGTT au Parlement, entre guillemets, bénalistes, sur la liste du RCD, si vous voulez. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ces formations qui encadrent les syndicats et autres sont capables de transmettre les sentiments, les revendications, les mobilisations, ou est-ce que ça n'est pas le cas? Ma crainte, c'est effectivement ce que vous avez dit. Ça pose un vrai problème en termes, sans doute, de la façon dont l'élite veut communiquer avec le reste du pays. Comment elle arrive à construire. Le fait que des partis islamistes aient emporté la majorité est aussi une traduction de cela. C'est aussi parce que ils utilisent un vocabulaire politique qui semble résonner davantage avec le vocabulaire de base d'une partie de la population, si vous voulez. Alors, je ne dis pas qu'ils en sont les représentants par excellence, mais que c'est sans doute l'un des éléments qui explique leur succès, outre le fait que la Narda, d'une certaine manière, est le parti des prisonniers. C'est ceux qui ont donné le plus à la répression, mais ça, je sais pas, vous le savez mieux que moi. Mais il me semble que c'est un vrai défi, et l'élite tunisienne est suffisamment structurée, constituée, forte, contrairement à d'autres pays, justement pour, sans doute, réaliser un investissement social crucial en ce moment, au profit des couches déshéritées. Sinon, on risque d'avoir effectivement une rupture qui pose la question du maintien de la cohésion de la société, dont vous pouvez être, je pense, fier à juste titre. La perte de confiance entre le peuple et son élite, et c'est surtout ça le problème fondamental. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point que Monsieur le ministre a évoqué tout à l'heure, en disant qu'en attendant une structure claire et nette du point de vue politique pour pouvoir avancer dans le débat social et tout, aujourd'hui, on est en train de faire de l'encadrement et quelque part le provisoire. Moi, la seule question que j'ai envie de poser est à quelqu'un qui est présent parmi nous, et je ne peux pas m'empêcher de ne pas lui poser une question, M. Sindimé, c'est par rapport à ce provisoire. Le provisoire coûte cher et il a besoin d'un financement. Je souhaiterais savoir quel est votre point de vue sur les limites de cet exercice-là, parce que le provisoire qui dure quelques mois, ça va, mais qui dure un an ou un an et demi, on aura peut-être du mal à le financer. J'aimerais bien juste avoir votre avis et votre sensibilité par rapport à cette question. Je vous donne le mien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'ai à faire une remarque d'ensemble de façon globale, parce qu'on a à traiter l'après-midi quelques questions beaucoup plus précises et concrètes. À mon avis, ce que vous avez choisi comme thème est quelque chose de crucial et fondamental pour le pays. Un pacte social, c'est plus que vital pour la Tunisie. Et on montrera un petit peu quelques exemples l'après-midi. Mais le plus important, c'est qu'on ne peut pas concrétiser ni élaborer ce pacte dans un contexte effectivement flou, pas clair du tout, sur tous les plans. Et à mon avis, on ne peut pas réussir à concrétiser un réel pacte social, je répète encore une fois, qui est vital pour le pays, sans deux conditions fondamentales. La première, c'est que peut-on substituer à un discours et à un comportement d'affrontement et de conflit
et de surenchère à un discours et comportement de dialogue et de raison. C'est la première question parce qu'elle pose la première condition fondamentale. Sans cette condition, on ne peut pas élaborer et réussir à concrétiser un pacte social. Et malheureusement, ça, il y a des points de vue différents. Mon point de vue, l'idéal pour la Tunisie, ce n'est pas d'arriver le plus tôt possible à des élections électorales. Ce n'est pas ça. À mon avis, ça c'est un point de vue. Hein. Pourquoi? Parce qu'on verra l'après-midi qu'il y a certains défis qui ne peuvent jamais être posés, réglés, traités par un seul parti, même s'il emporte une majorité écrasante en matière d'élection. Nous avons des défis mortels s'il n'y a pas une conciliation entre la majorité des tendances, en tout cas les tendances politiques les plus influentes, on ne peut pas réussir à dépasser ça. La seconde condition, non moins importante, c'est comment substituer des débats, des faux débats, souvent stériles, sur des questions politico-identitaires et se concentrer sur des débats utiles, féconds, sur les problèmes sociaux, économiques, qui sont les vrais et les réels problèmes du pays. Sans ces deux conditions-là, on ne peut pas penser à un pacte social. Pourtant, et c'est paradoxal, c'est ça le plus vital pour le pays, c'est justement ce pacte social. Et donc, pour vous répondre de façon plus précise à votre question, à mon avis, le 23 octobre, etc., ce n'est pas ça le plus important. Bien sûr, il faut que les choses se clarifient en termes de, disons, pacte politique. Mais pas parce qu'il y a les élections que tout va se régler et tout va se résoudre. Vous vous rappelez des élections du 23 octobre 2011, on attendait, tout le peuple tunisien attendait ça avec plus que d'impatience. Parce qu'on croyait que le 24 octobre, en arabe on dit, vous le connaissez bien, ça va s'ouvrir l'arche et tous les problèmes seront résolus. Une année après, on se rend compte que c'est vraiment de la foutaise. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr. Concernant Sidi Bouzid, il faut que les gens soient conscients. Il n'y a pas un mètre carré pour créer une zone industrielle. Il n'y a pas de zone industrielle à Sidi Bouzid. Aucun investisseur ne peut se déplacer à Sidi Bouzid sans l'inexistence d'une zone industrielle. C'est-à-dire, il n'y a pas de zone industrielle, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et son paix sociale aussi. Mais pour parler particulièrement de Sidi Bouzid, il n'y a pas de zone industrielle. Pour dire que l'importance des projets d'infrastructure, il est temps de commencer ces projets-là. Il est temps de commencer ces projets dans ces zones-là. Sidi Bouzid, des Gassari, pour que les gens, pour que nous, Tunisiens, investisseurs tunisiens, qu'on puisse se déplacer là-bas, travailler. Et comme ça, on peut aussi inviter les investisseurs étrangers et les initier à venir en Tunisie. Merci beaucoup. On vient juste de voir... Un mot. On verra l'après-midi. On verra l'après-midi. En réalité, ce que vous dites est absolument juste. Mais on verra l'après-midi que si on ne s'assoit pas à table pour résoudre la question des finances publiques, l'État risque de perdre tout. C'est-à-dire quoi tout? Risque de perdre tout d'abord son rôle régulateur, intergénération, interrégion et intercatégorie sociale. Mais aussi, et c'est le plus grave, il risque de perdre son rôle développeur, l'État. Et ce qu'il a déjà commencé à faire. Donc, l'après-midi, on verra que ce que vous dites est juste, mais ça suppose résoudre à table un problème fondamental, celui des contradictions d'aujourd'hui des finances publiques. Merci, merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur le Ministre, peut-être un peu pour conclure. On voit très bien qu'il y a des points de vue un peu différents. Il faut attendre plus de stabilité politique pour avancer sur des sujets sociaux. Peut-être il faut résoudre des sujets sociaux tout de suite parce que c'est pas le politique qui va pouvoir le faire après. Donc on voit des points de vue différents, mais ils sont peut-être un peu complémentaires. Je vous donne la parole pour commenter ça. Effectivement, ils sont complémentaires. On est dans la quadrature du cercle. Mais bon, les politiques font de la politique, donc de la réalité. Et, bon, ils ne sont peut-être pas dans le théorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un constat, il est là,
il est ce qu'il est, il est peut-être bon, il est peut-être mauvais, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus politique. Si on avait, au lieu d'avoir fait une assemblée nationale constituante, on avait fait une conférence nationale souveraine, comme ça s'est passé un petit peu en Afrique, où tous les acteurs étaient là, on aurait fait non pas un pacte social, mais un pacte sociétal, c'est-à-dire politique et social en même temps, où les acteurs politiques et les partenaires sociaux étaient impliqués dans une sorte de consensus pour gérer la période de transition. Ça aurait été la meilleure solution. Et là, on aurait pu négocier un pacte social ou discuter d'un pacte social en toute sérénité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, on est dans la réalité crue. Sans invectiver qui que ce soit, non, je comprends. Sans dire qui est fautif ou qui ne l'est pas. On avait dit, nous, par exemple, au Forum démocratique, on avait dit gouvernement d'intérêt national ou d'union nationale. Bien avant les élections du 23 octobre. Bon, on n'a pas été suivi par tout le monde et ça a contribué à cette situation-là. Mais peu importe, mais aujourd'hui, il faut dépasser cette situation-là. Il y a des régions qui sont en difficulté majeure, qui sont le triangle difficile, Gafsa, Gasserine et Sidi Bouzid, qui sont les symboles de la révolution et qui ont des problèmes même de gouvernance sociale là-bas. De gouvernance sociale. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans ces régions-là, il n'y a pas de structure qui a la confiance de la population et qui représente un petit peu la population. Sidi Bouzid, c'est le gouvernorat où il y a eu le plus de cellules destouriennes, aux environs de 900, c'est-à-dire où le RCD était le plus fort de la Tunisie. Ces trois régions, c'est là où les structures de l'UJTT étaient les plus inféodées à l'ancien régime. Et on avait 3 qui étaient députés à l'Assemblée, qui étaient les premiers responsables des structures de l'UJTT. Et aujourd'hui, ces structures-là, même si certaines ont été renouvelées partiellement ou totalement, ne sont pas perçues par la population comme étant représentatives de leurs revendications. Donc il n'y a pas de relais de représentation. C'est ça la difficulté. Lorsqu'on va à Oum Laraïs et que à partir de 14 h, d'abord, il n'y a ni délégué, ça marche la travaille à Gafsa, il n'y a pas de municipalité, il n'y a pas de structure syndicale représentative, il n'y a pas d'association dans laquelle la population se reconnaît, et à partir de 14 h, il n'y a plus de poste de police. Il y a quelques structures de l'armée qui protègent les édifices publics importants et sécuritaires. Ça, c'est ça la situation. Ce qui fait qu'à Oum Laraïs, il y a une violence inouïe et inimaginable. À chaque petit événement, on brûle, on détruit, et même la population presque c'est de la... Non, on s'auto-flagelle. C'est de la flagellation. S'auto-consume. Lorsqu'on fait un mouvement social dans une entreprise qui est comme Miyazaki et qu'on ait de revendications, d'augmentation de salaire exagérées, ça aboutit à la fermeture de l'entreprise. Et ça aboutit à une perte d'emploi pour 300 personnes. C'est ça le paradoxe dans lequel on vit. C'est-à-dire que cette population, à force de trop revendiquer, sans encadrement, sans qu'il y ait une structure dans laquelle qui l'encadre et dans laquelle ils se reconnaissent, ils se nuisent à eux-mêmes. Et aujourd'hui, l'exemple est là. Alors qu'Ardaïf, même si la revendication, moi je défends toujours Ardaïf. Pourquoi? Parce que même s'ils sont radicaux, il n'y a eu aucune vitre brisée pendant la Révolution. Parce qu'il y a un groupe qui est responsable, dans lequel la population se reconnaît, et qui, même s'il a des positions radicales, il va finir par négocier. Et c'est ce qui est arrivé. Au bout d'une année d'interruption de l'activité Ardaïf, il y a une reprise de la production de phosphate, depuis 4 mois, sans discontinuer. Mais au moins qu'il y a un groupe, quel qu'il soit informel, qu'il soit dans l'UJTT, qu'il soit dans une association, mais au moins qu'il y ait un groupe qui permette de sécuriser les gens et qui soit un interlocuteur valable avec le gouvernement et avec nous pour pouvoir
établir un contrat. C'est ça le contrat social, en fait. C'est une relation de confiance. Donc, tout ça, toutes ces problématiques sont difficiles à résoudre. Je m'excuse d'avoir... Non, pas du tout, au contraire. Je pense que c'est des éléments de détail très très importants, parce que pour parler de la représentativité, parfois on a du mal à schématiser les choses, parce qu'on n'a pas tous ces éléments-là. Et c'est important de les avoir en tête avant de parler de ça. Bon, je vous dis qu'on est déjà en retard de 5 minutes, mais ceci étant dit, on va donner la parole à la salle pour 5 questions. 5 c'est un bon chiffre. 5 questions, pas plus. Le premier. Monsieur là, c'est Hamlaria, les deux. Sur la parole de la représentante de l'UTICA, les hommes d'affaires. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires en Tunisie. Il faut parler des choses. Il y a des rentiers en Tunisie, pas d'hommes d'affaires. Et je suis dans les affaires. Donc, si on fait, et c'est ça le début de la guérison commence par un bon diagnostic. Si on fait, je suis de la TUJ et parmi les fondateurs de la TUJ avec Simurtar Latiri. Si on regarde sur les 20 dernières années, c'est-à-dire de 90 à 2010, quels sont les nouveaux hommes d'affaires qui sont en Tunisie? On fait une radioscopie. Hein. C'est une étude statistique qu'on peut donner à notre collègue Zargouni, qui fait bien ce genre d'études. Vous allez voir, les conclusions vont être édifiantes. Merci. Merci. On vous donnera la parole après, hein, désolé. Hein. Je vais m'adresser à M. Kipel, hein, parce que je laisse les autres questions. Alors, pour M. Kipel, vous avez bien mentionné dans le sens que la dictature, en quelque sorte, a terni l'image de la Tunisie. Alors, en tant qu'observateur étranger, d'un œil extérieur, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et j'aime bien avoir une réponse très claire qui n'est pas nuancée, que cette dictature se prolonge aujourd'hui à travers la troïka qui gouverne le pays? Merci. Ok, très bien. Je vois. J'espère que les autres questions vont être moins polémiques que la première. Écoutez attentivement tout ce qui a été dit, et il me semble, et donc c'est une question destinée évidemment à Monsieur le Ministre, hein, que dans tout ce diagnostic, il y a un élément qui manque, c'est l'administration tunisienne. Je sais que la tarte à la crème consiste à dire que l'administration tunisienne est fantastique. Qu'au lendemain du 14 janvier, il y avait l'eau, l'électricité, le téléphone, comme si l'administration était censée faire autre chose que ça. Et que c'était vraiment un exploit extraordinaire. Je rappelle qu'il y a des pays qui sont en guerre depuis 40 ans, il y a l'eau, le téléphone, et tout fonctionne dans ces pays-là. Bien. Alors, cette administration, Monsieur le Ministre nous a dit tout à l'heure, il a reconnu quasi explicitement donc qu'il y avait un problème donc de programme du gouvernement, qu'il y avait un problème de représentativité du gouvernement et donc de la classe politique. Et dans ce cadre-là, je crois que personne n'a pris conscience que malheureusement aujourd'hui, la Tunisie est conduite par son administration. Et c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune autre institution ne fonctionne. Aucune autre institution politique, de la société civile, de n'importe quel secteur n'a réussi à faire tourner ce pays depuis le 14 janvier. Et même avant, depuis l'époque de Ben Ali, fonctionne par son administration, et on le voit, les projets sont les projets qui figuraient dans les tiroirs à l'époque de Ben Ali. C'est ce qu'on sort aujourd'hui en matière d'infrastructure. Tous ces projets figuraient dans les tiroirs. Les textes de loi qui sortent sont les textes de loi qui étaient préparés par Ben Ali. Le phrasé même des textes de loi est le même, le discours est le même. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Et donc, moi je dis, comment est-ce qu'on peut envisager de faire un contrat social quand vous avez d'un côté une centrale patronale, je ne vais pas redire ce qu'a dit mon collègue avant, qui n'est pas représentative, quand vous avez une centrale syndicale qui n'est pas représentative, ou en tout cas qui n'a plus la capacité de représenter, et en plus un gouvernement qui s'est laissé déposséder du pouvoir par son administration. Ça, c'est la vraie question. Au-delà de ça, tout le reste n'est que littérature. Merci. C'est mon point de vue. Je pense que le reste aussi est important, mais ta question est aussi importante. Hein? Je m'appelle Tijani Harar, de formation pluridisciplinaire, retraité, et par la force des choses, je m'intéresse au journalisme, dans un âge avancé. J'ai beaucoup plus une question à poser qu'un argumentaire à formuler pour éviter justement la situation
des classes sociales, etc. Ma question consiste à vous poser, quels seront ou quel sera le référentiel de ce fameux contrat social dont on nous parle depuis quelque temps, à savoir, est-ce que ce contrat social reflètera la métaphysique du droit, l'économie, le social ou le fanatisme religieux? Pourquoi? Parce que pour obtenir un état de droit, il faut d'abord, à mon sens, se dégager et répartir le droit civil de la vie spirituelle, c'est-à-dire la religion. Et merci. Merci. Il y a une partie de la réponse dans la question, mais... Question à Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, quand vous parlez de manque de visibilité, vous n'avez pratiquement aucune idée sur ce qui va se passer dans le pays dans les prochains mois. Par conséquent, on ne peut rien jurer de rien en matière de programmes sociaux et tout. Moi, ça m'effraie. Parce que, de toutes les manières, pour moi, vous êtes au gouvernement et vous êtes censé, en tout cas, avoir au moins un peu de visibilité pour les quelques mois qui restent. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer pour la Tunisie? Si vous ne savez pas ce qui va se passer, justement. Très bien, merci. Il y avait une sixième, mais... Je représente aussi le Forum universitaire tunisien. J'avais une question à Monsieur le Ministre. Qu'en est-il de la décentralisation dans votre programme de contrat social? J'ai pas très bien entendu le début de votre intervention, mais je crois pas avoir entendu le mot décentralisation. D'ailleurs, ça répondrait peut-être à votre remarque concernant Sidi Bouzid. Je trouve que vous avez quand même un peu stigmatisé la région et en la comparant avec les gens d'Ordaïf. Il faut qu'on essaie un petit peu d'éviter ce discours qui peut paraître un peu régionaliste. Et enfin, juste quelque chose qui a été évoqué par professeur Keppel et qui, je pense, est très importante, c'est la réforme de l'université tunisienne et l'idée de réformer nos diplômes pour avoir de meilleurs étudiants. Merci. Merci. Comment vous voyez qui est le plus courageux parmi tous nos invités Voilà. Alors, juste pour répondre, je pense que vous êtes... Je m'adresse à vous. Vous avez posé la question concernant les hommes d'affaires. Moi, je suis la présidente du TICA, c'est l'Union tunisienne d'industrie, du commerce et de l'artisanat. Donc, on représente tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas que les grandes entreprises. Donc, et 80% du tissu industriel tunisien est composé des PME. Pour dire que la réussite des Tunisiens, ce ne sont pas tous que des rentiers. Il y a des Tunisiens qui ont... si vous voyez le secteur des TIC, vous allez voir, il n'y a que de performances tunisiennes. Ce sont des gens qui sont mis seuls et travaillent tout seuls. Ils sont arrivés à créer des entreprises qui sont reconnues sur le plan national et international. Un. Deux, vous dites que le TICA, ça ne vous représente pas. Moi, je dis, nous avons 22 000, si je ne me trompe pas, 22 000 représentants syndiqués au sein de l'UTE. Adhérents. Non, nous avons 125 000 adhérents, mais nous avons 22 000 représentants syndicaux. Donc, pour dire l'importance, et nous sommes, avec l'UJT, on négocie avec le gouvernement tout ce qui concerne la négociation sociale. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui de s'unir pour le bien de la Tunisie. Si jamais il y a des remarques à faire, dites-nous, si vous avez, vous, la recette, comment faire pour prospérer, comment faire pour dynamiser ce pays. Moi, je suis à votre écoute et vous serez le bienvenu. Merci. Merci. Juste pour équilibrer un peu, Monsieur Keppel, je pense que vous avez eu droit à une question ou deux, je ne sais plus. Oui, il y en avait deux qui m'étaient directement adressées et une qui m'intéressait aussi, donc je... écoutez, je peux pas moi me prononcer de manière normative pour vous dire si la Tunisie est une dictature. Avoir une dictature religieuse se substitue à la dictature de Ben Ali. Je lis les journaux dans les deux langues, j'ai bien compris que c'est un objet. J'ai entendu cette semaine des femmes se plaindre de la question du tekamol et du reste, tous les membres du gouvernement à qui j'en ai parlé hier ont reculé là-dessus, ils m'ont dit pas du tout, c'est Tafahom, c'est pas du tout ça, l'égalité, dans le cadre de la complémentarité, enfin bref, mais bon. Voilà, en tout cas là-dessus, oui, là-dessus, il y a eu visiblement voilà, je ne sais pas si je veux pas dire ça, mais en tout cas, il y a eu une pression sociale qui a fait que
le niveau du langage a été modifié. J'ai assisté à l'Assemblée Générale à Dar al-Sabah avant-hier. J'ai entendu aussi les revendications des journalistes sur les entraves qui seraient mises à la liberté de la presse. Je comprends bien tout ça. Cela étant, sans vouloir défendre quoi que ce soit, ni qui que ce soit, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'aurais pas pu vous parler, ni vous me poser ces questions pas oublier ça, avant le 17 décembre 2010. Je crois qu'il y a... enfin, pour moi, j'ai 30 et quelques années de métier, et malheureusement, ça commence à chiffrer. Et les contacts que je peux avoir en Tunisie, les échanges que je peux avoir depuis un an, je n'avais jamais pu les avoir. Je veux dire, c'est un autre pays, quand même, de ce point de vue-là, vous voyez. Et je crois que ça, c'est important. Alors, que maintenant, tout à fait légitimement, certains se demandent dans quelle mesure le parti majoritaire est en train d'essayer de construire une mainmise pour l'avenir. Ça fait partie du débat démocratique et vous avez tout à fait le droit de le penser. Mais je pense quand même qu'il faut, enfin, si ça fait maintenant 1 an et demi, vous êtes habitué, mais pour le Gaouri, là, lui, il le remarque, parce que c'est un vieux Gaouri. Gaouri Ajouz. Donc, pour l'université, mademoiselle ou madame, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en France aussi, hein, cette question, pour nous, pour notre université également, hein, mais c'est un enjeu fondamental pour la stabilité et la prospérité de la Méditerranée de l'Ouest, le seul espace dans lequel la France a encore une existence comme une puissance moyenne, disons. Qu'il y ait une formation des élites, hein, de bon niveau. J'ai présidé il y a quelques semaines le jury d'une initiative intéressante, même si elle n'a pas plus d'ampleur que l'initiative Sidi Bouzid, mais c'est des représentants emblématiques, qui s'appelle Saphir Lab, qui est un produit du processus de Deauville, et qui fait que nous accueillons quelques dizaines de stagiaires originaires des pays où lesquels sont produites les révolutions arabes, à Paris, des Tunisiens, des Libyens aussi, c'est un enjeu majeur pour nous, la Libye, comme pour vous, je crois, pour justement essayer de redémarrer ces processus. Et ça, vous trouverez, de ce point de vue-là, les autorités françaises tout à fait à votre écoute ici, et notre nouvel ambassadeur qui arrive aujourd'hui, François Gouillette, qui est un de mes anciens camarades de classe et un ami, sera très ouvert à tout ça, et ça fait partie des instructions qui ont été données. C'est le développement, justement, le renforcement des liens universitaires, culturels. Alors, la TUJ, je lui ai signalé que je venais aujourd'hui à votre meeting, il est chargé de vous saluer de sa part, et malheureusement il n'arrive que ce soir, donc il ne pourrait pas venir, mais ça fait partie des institutions qui lui semblent très, très intéressantes, très porteuses, si vous voulez, et ça, on en a parlé l'autre jour à la conférence d'ambassadeurs devant Laurent Fabius, le ministre, et les grands enjeux pour la France dans la Méditerranée de l'Ouest, c'est qu'en gros, pour le dire, c'est pas l'homme politique, que je ne suis pas, qui parle, c'est universitaire qui parle librement. Pour la France, en Tunisie, tout ou presque tout est à refaire, et en Libye, tout est à faire. Mais en tout cas, je crois que c'est un enjeu dont tout le monde est conscient en France, et n'hésitez pas, de ce point de vue-là. Un dernier point, brièvement, je ne veux pas entrer dans le débat de savoir s'il y a des hommes d'affaires ou s'il y a des rentiers. En Tunisie, je voudrais vous suggérer un autre terme, peut-être c'est mon sens du consensus, je n'ose pas dire Hizb al-Wasat, c'est celui d'entrepreneur, au sens de Schumpeter, si vous voulez, c'est-à-dire, vous avez dit investisseur, d'ailleurs c'est un mot qu'on ne sait pas très bien comment traduire en arabe, je vous ferai remarquer, entrepreneur. C'est pas tout à fait ça justement, c'est comment dire, je le dirais en anglais, c'est contractor entrepreneur, vous voyez, c'est Mokawil. Oui, c'est pas un peu la même chose non plus, donc bon, voilà. Enfin bref, bon. Je ne vais pas introduire encore une fois Istifzaz el-Gaouri qui va dire que l'arabe ne marche pas, mais je vous fais remarquer ça parce que c'est une question culturelle qui n'est pas neutre, je crois que c'est important. On en parlera ce soir. Et donc, il y a des pays, je pense en particulier à l'Égypte, où le milieu
entrepreneuriale, justement, n'a pas pu exister. Il n'y avait que des Mokawiloun, qui étaient en fait des gens qui ne pouvaient fonctionner, ça vous le savez ici, vous l'avez vu également, qu'à partir du moment où ils avaient une relation népotique, alors c'est peut-être ce que vous voulez dire par entière, monsieur, aussi, avec le système. C'est-à-dire, c'était la trabelsification, astaghfirullah, du secteur privé tunisien. Ce qui fait que, bon, les Français n'ont rien à dire là-dessus. Vous connaissez un épisode malheureux sur lequel je ne reviendrai pas. Mais, et ça, c'est un enjeu fondamental. Et Madame l'a dit tout à l'heure, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, ce qui est, je crois, qui est très important, c'est pas juste une formule pour les entrepreneurs, c'est d'être autant que faire se peut indépendant. Indépendant, ça veut dire de ne pas dépendre exclusivement de la commande publique et surtout du système de façade, de corruption et de népotisme mis en place par le régime. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, probablement aussi demande une nouvelle culture de l'entrepreneur dans la Tunisie. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais il y a là aussi un lourd héritage qui n'est pas juste une histoire de liste noire, de chantage à qui ceci, dont on va sortir un dossier pour le faire payer tel parti politique. C'est pas ça. C'est une vraie question culturelle, je crois, qui mérite d'être posée dans un forum comme le vôtre. Merci beaucoup. Je passerai juste la parole à M. Théorès avant de clôturer le débat. Je voudrais rebondir sur la question sur les entrepreneurs, parce que je trouve que je pense que ça renvoie à une notion, c'est une question évidemment qui avait un certain contexte, mais à un élément très important de la discussion qui est la question de la démocratie économique. C'est-à-dire la démocratie politique, on en a beaucoup discuté, mais du point de vue économique, quand on a fait l'étude l'année dernière à l'OIT sur la Tunisie, on s'est aperçu, enfin, dans les comparaisons internationales, il y a énormément d'atouts. En Tunisie, par exemple, il y a un secteur économique très diversifié, il y a un véritable secteur industriel qui manque dans d'autres pays arabes, d'autres pays de la région. Il y a un certain nombre de formations qui fonctionnent. Alors évidemment, certains disent qu'il s'est détérioré, mais enfin, par comparaison internationale, c'est pas mal. Mais là où effectivement la Tunisie semblait en retrait par rapport à d'autres pays comparables, c'est notamment sur l'accès au crédit. Et le manque d'investissement, parce que l'investissement en pourcentage du PIB des ressources nationales est faible par comparaison internationale. Ça semble difficile de tenir une expansion et un processus de création d'emplois important avec les taux actuels d'investissement. Et probablement, une des clés, c'est l'accès au crédit, qui renvoie à des éléments que rappelait Monsieur le Ministre sur le clientélisme, etc., et les liens historiques entre certaines institutions de crédit et des grandes entreprises éventuellement. Je crois que la question peut être renvoyée à cet élément-là, mais là, il y a un élément éventuellement de développement, y compris à court terme, et notamment pour les petites entreprises, et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en herbe, je ne sais pas comment on dit en arabe, il y en a certainement énormément, et qui pourraient effectivement très vite essayer de saisir ces nouvelles opportunités si le système de crédit effectivement s'ouvrait. Je voudrais ajouter ce qui serait une mauvaise piste aussi, parce qu'on évoque des solutions, mais ce qui serait une mauvaise piste, ce serait d'utiliser la dépense publique comme en quelque sorte remède à quelque chose qui vient de structures, je mentionnais le système de crédit, on pourrait dire la même chose du système éducatif, qui sont défaillantes. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, on ne résout pas vraiment le problème et on a un problème après de stabilité budgétaire très important. J'ajouterais sur le système éducatif, également dans les comparaisons internationales, la question de la formation professionnelle et les métiers techniques. Alors, il en va de la Tunisie comme d'autres pays où même il y a presque une stigmatisation, tout ce qui est technique ou technologique ou professionnel. Là, il y a un problème culturel ou d'image. Mais en tout cas, là, il y a une faiblesse probablement, y compris à court terme, probablement des choses pourraient être faites dans ce domaine. Donc, insister sur la notion de démocratie économique avec la démocratie politique. Merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Juste avant de clôturer le débat, comme Salah Ahmed, il a beaucoup insisté, je me permets juste de faire une entrave à la règle que je me suis fixée moi-même. Comme je vois que je suis le dernier obstacle,
Et justement, je vais réagir à... Oui. Donc, il y a un think tank, il y a un centre de réflexion qui réunit aussi bien les chefs d'entreprise, les comités d'État, les universitaires, les experts, et qui réfléchissent justement sur les problèmes économiques du pays, de l'entreprise et de la croissance. Oui. Alors, je voudrais rebondir rapidement sur 2 points. Monsieur a été gentil en nous traitant de rentiers, parce que d'autres nous traitent les chefs d'entreprise d'une façon générale à des corrompus ou à des pratiques de malversation. Et je pense aujourd'hui, les chefs d'entreprise et les entrepreneurs ne sont jamais sentis aussi mal aimés et incompris. Et ça, c'est une question très importante parce que notre pays a besoin de croissance, donc a besoin pour créer de la richesse et de l'emploi. Et nous sommes persuadés que la plupart de la solution ou des solutions économiques de notre pays proviendraient de l'entreprise et du monde du travail. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait commencer par bannir un peu le discours anti-chef d'entreprise ou anti-patron, ou moi je voudrais dire plutôt chef d'entreprise plutôt qu'homme d'affaires. Donc c'est un point crucial parce que c'est au cœur de la confiance. Alors, rapidement, je profite de la présence de Monsieur le ministre. Cyril, justement, vous avez parlé un peu du cas de Sidi Bouzid. Moi, je vais rapidement vous relater. J'ai un chantier à la région de Mdhil, qui est censé être l'épicentre du malaise, et nous n'arrivons pas à trouver de la main-d'œuvre. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre et l'âme qui ne veulent pas travailler. Alors il faudrait que tout le monde se mette en face de sa responsabilité, parce qu'on leur offre de l'emploi, c'est pour le camp du groupe chimique, et que je salue cette société au passage, parce que je pense qu'elle joue un grand rôle dans la région, et même au niveau national. Et ces projets-là, c'est pour le groupe chimique, et pour employer des cadres, et pour créer des emplois, et on n'arrive pas à faire travailler les personnes. Et ça, je pense que c'est un problème aussi pour l'agriculture. Maintenant, on s'apprête à une cueillette d'olives qui s'annonce très importante et on n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre. Alors, réagir aussi, j'adhère à ce qu'a dit... La question, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer. Non, ce sont des réactions à chaud. Hein. Mais ce qu'il a dit est très important quand maintenant il est temps de passer le discours économique sur les plans médias, sur les plateaux à télé, et qu'on s'arrête momentanément, temporairement de parler de questions politiques. Je trouve qu'elles ne sont pas prioritaires. Hein. L'extraction de Barded, on l'a traîné pendant des semaines et des semaines, et d'autres sujets, et j'en passe, alors que le discours économique doit être plutôt sur tous les médias. On doit réfléchir sur effectivement les solutions pour créer de la croissance. Merci beaucoup. Merci, on doit clôturer parce qu'on est très en retard. Je donnerai la parole à Monsieur le ministre, juste parce que bon, il y avait déjà 2 questions, j'espère qu'on ne les a pas oubliées, juste ou 3 peut-être, oui. Alors. Mais d'abord, la tonalité des questions est révélatrice de l'ambiance et de l'angoisse, et aussi que aujourd'hui il faudrait une révolution culturelle pour qu'on sorte de ces langages-là. On n'est pas en train de comparer Rdayef à Sidi Bouzid. Le martyr de Sidi Bouzid est tout aussi honorable que celui de Kram ou de Gasserine. C'est les mêmes. Et ceux qui ont été blessés ou qui sont morts, c'est les mêmes. Et pour nous, c'est la même région. On glorifie personne. Il faut surtout ne glorifier personne. Ici, on en a un dont la tombe a été profanée malheureusement, mais ça suffit. Donc c'est tout un langage à changer. Alors, je comprends que aussi on demande tout au gouvernement. C'est toujours l'image tutélaire. Le gouvernement décide. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas décider à lui seul de la date des élections, puisque la date des élections dépend de l'élaboration de la Constitution. Donc ce n'est pas au gouvernement. Le gouvernement a proposé dans son programme, depuis le mois de mars dernier, une date. Ça figure dans le bouquin, dans le programme qui a été présenté par le chef du gouvernement à l'Assemblée, c'est le 20 mars 2013. Mais ça ne peut être qu'une proposition du gouvernement. On ne peut pas la décréter. Il faut qu'il y ait que la Constitution soit terminée et que la loi électorale soit élaborée. Bon, ça c'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait un consensus politique
pour que même si l'échéance n'est pas fixée d'une manière précise et fixée avec des dates, au moins que les gens soient rassurés sur ce qui va arriver. Qu'est-ce qui a fait la force un petit peu du discours du gouvernement de Beji Caid Essebsi? En arrivant, il a dit 24 juillet. Même si par la suite, le gouvernement, l'ISI, a changé la date, il y a eu des remous pendant une semaine ou 10 jours, mais par la suite, tout le monde a accepté la date du 23 octobre. Donc aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui ne peut pas, il a proposé une date, mais il ne peut pas sortir un décret. L'année dernière, si Fouad Lambaza a sorti un décret fixant la date du 24 juillet, qui par la suite a été changé. Donc, c'est ça la difficulté. Bon, l'administration, elle est magnifique. Et là, l'administration tunisienne est magnifique. Mais elle a ses défauts et elle a ses qualités. Et effectivement, lorsqu'on demande à un gouvernement, on lui dit, attention, vous avez juste une année pour faire la Constitution et pour laisser la place. Mais il faut que pendant cette année, vous sortez un... S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez monsieur le ministre répondre, s'il vous plaît. Il faut que pendant cette année, que la Constituante fasse son travail. Il faut qu'en même temps, le gouvernement fasse passer un pays qui était à moins 0,2 à 6%. Et qu'il encadre la pauvreté et qu'il enraye le chômage. Et qu'il sorte des programmes qui font qu'il y ait un développement réel dans les régions. Est-ce que cela est possible et réalisable? Lorsque les gens des régions qui sont déshéritées le disent, je les comprends, et ils ont raison. Mais si la classe qui est au fait, qui réfléchit, et la bien-pensante, réclame ça, ça devient autre chose. Est-ce qu'en une année, on va sortir tous les programmes? Aussi Hassine est là, et on était les deux ensemble au gouvernement lorsqu'il y a eu la consultation régionale sur le développement. On a dit, ce n'est pas possible, parce qu'il va y avoir de la surenchère, et qu'une consultation régionale sur le développement se fait lorsqu'on fait un programme sur 5 ans. Cette année, on va construire un hôpital ici, l'année d'après, on va faire une route là-bas, l'année d'après, ou cette année, on va faire une zone industrielle, et tout ça. Donc ça se programme sur quelques années. Mais en une année, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce qu'on peut. Et c'est normal qu'il y ait des projets qui étaient dans le pipe et qui étaient parfois bloqués à cause de l'ancien système. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais avant le 14 janvier. Il y avait des projets, mais qui ont été bloqués pour certaines. L'exemple simple, c'est cette semaine de 5 jours. L'étude était prête bien avant. Mais Ben Ali a dit non. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a dit non. C'était le projet du gouvernement. Bien avant qu'il se constitue, c'était dans l'accord gouvernemental. C'est de passer à la semaine de 5 jours. On a trouvé qu'il y avait une étude qui a été déjà faite. On a fait encore un sondage. Et on l'a sorti. Donc, il ne faut pas... l'essentiel aujourd'hui, c'est une question de perception. Le Tunisien vit dans la perception. On a l'impression qu'il va y avoir une dictature théocratique. On a l'impression que l'Assemblée nationale constituante veut rester 4 ans. C'est l'impression qu'ils ont. Mais c'est vrai que parfois les débats sont longs. Avant-hier, il y avait une journée de débat avec le gouvernement qui était prévue juste pour une journée. Elle a duré 2 jours. Sur des questions qui n'étaient pas très importantes, en fait. Et même, il y a une partie qui n'a pas été étudiée, qui est les textes de loi proposés par le ministère des Affaires sociales. Donc, c'est ça la situation. C'est pour ça que le consensus aurait permis de rassurer et d'avoir une perception d'un agenda fixe et d'une vue claire, d'une image, d'une idée claire sur le court, voire le moyen terme. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je le dis en toute franchise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je pense qu'avec cette intervention, on va clôturer le débat. Avant de partir, juste, ayez la gentillesse d'entendre ces 2 précisions, c'est que juste après cette introduction et cette plénière, il va y avoir 2 débats en parallèle. Un débat concernant la responsabilité sociétale de l'entrepreneur tunisien,
qui se fait dérouler dans cette salle ou la salle à côté. Et l'autre table ronde, c'est le contrôle social et la compétitivité. Donc, juste après cette réunion-là. Voilà. Donc, je vous prie de vous diriger à ces salles-là. Merci.